La chatte, Colette, lu par Équilivre, livre audio. Chapitre 5. Suite. Camille l'observait étroitement et lui posait 20 questions, auxquelles il répondait sans prudence. Pourquoi la chatte joue-t-elle avec une ficelle, si elle a peur du gros cordage qui manœuvre les rideaux? Parce que le cordage, c'est le serpent, c'est le calibre du serpent. Elle a peur des serpents. Elle a vu un serpent? Alain leva sur sa femme les yeux gris-vert, sciés de noir, qu'elle trouvait si beaux, si traîtres, disait-elle. Non, certainement non. Où en aurait-elle vu? Alors? Alors elle l'invente, elle le crée. Toi aussi tu aurais peur du serpent, même si tu ne l'avais jamais vu. Oui, mais on me l'a raconté, je l'ai vu en image, je sais qu'il existe. Ça aussi. Comment? Il la couvrit d'un sourire impérieux. Comment? Mais de naissance, comme les personnes de qualité. Alors je ne suis pas une personne de qualité? Il s'adoucit, mais seulement par commisération. Mon Dieu, non, console-toi, moi non plus. Tu ne crois pas ce que je te dis? Camille, assise au pied de son mari, le contempla de ses yeux les plus grands, les yeux de l'ancienne petite fille, qui ne voulait pas dire bonjour. Il faut bien que je le croie, dit-elle gravement. Ils se mirent à dîner presque tous les soirs chez eux, à cause, disait Alain, de la chaleur, et à cause de ça, insinuait Camille. Un soir, après le dîner, Saha chevaucha le genou de son ami. Et moi, dit Camille. J'ai 2 genoux, repartit Alain. D'ailleurs, la chatte n'usa pas longtemps de son privilège. Avertie mystérieusement, elle regagna la table d'ébène poli, s'y assit sur son propre reflet bleuâtre, immergé dans une eau ténébreuse, et rien en elle n'eût paru insolite, sinon la fixe attention qu'elle donnait aux invisibles, droit devant elle, dans l'air. Qu'est-ce qu'elle regarde? Demanda Camille. Elle était jolie tous les soirs à la même heure, en pyjama blanc, les cheveux à demi dégommés, et mobiles sur son front, les joues très brunes, sous les couches de poudre qu'elle superposait depuis le matin. Alain gardait parfois son vêtement d'été, sans gilet, mais Camille portait sur lui des mains impatientes, lui retirait son veston, sa cravate, ouvrait son col, roulait les manches de sa chemise, montait et cherchait la peau nue. Et il la traitait d'effrontée, mais il se laissait faire. Elle riait un peu, douloureusement, en réfrénant son envie. Et c'est lui qui baissait les yeux pour cacher une appréhension qui n'était pas exclusivement voluptueuse. Quel ravage de désir sur ce visage! Elle en a la bouche tirée. Une jeune femme si jeune. Qui lui a appris à me devancer ainsi? La table ronde, flanquée d'une petite servante à roues caoutchoutées, les rassemblait au seuil du studio, près de la baie ouverte. 3 hauts peupliers âgés, épaves d'un beau jardin détruit, balançaient leurs cimes à la hauteur de la terrasse, et le vaste soleil couchant de Paris, rouge sombre, étouffé de vapeur, descendait derrière leurs têtes maigres, d'où la sève se retirait. Le repas de madame Buc, qui servait mal et cuisinait bien, égayait l'heure. Alain, rafraîchi, oubliait sa journée et les bureaux d'embarras, et la tutelle de monsieur Veuillet. Ces 2 captives, du belvédère le fêtaient. Tu m'attendais, murmurait-il à l'oreille de Saha. Je t'ai entendu arriver, s'écriait Camille. On entend tout d'ici. Tu t'ennuyais, lui demanda-t-il un soir, avec la crainte qu'elle ne se plaignît. Mais elle secoua sa huppe noire en signe de dénégation. Pas l'ombre. Je suis allée chez maman. Elle m'a présenté la perle. Quelle perle? La petite bonne femme qui sera ma femme de chambre, là-bas, pourvu que le vieil Émile ne lui fasse pas un gosse. Elle est bien. Elle rit, en roulant sur ses bras nus ses larges manches de crêpe blanc, avant d'ouvrir le melon à chair rouge autour duquel tournait Saha. Mais Alain ne rit pas, tout à l'horreur d'imaginer dans sa maison une servante nouvelle. Oui, figure-toi, avoua-t-il, que ma mère n'a jamais depuis mon enfance changé son personnel. Ça se voit, trancha Camille. Quel musée! Elle mordait à même un croissant de melon et riait face au soleil couchant. Alain admira, sans sympathie particulière, combien pouvait être vif, sur le visage de Camille, un certain rayonnement cannibale, l'éclat des yeux, de la bouche étroite
et une sorte de monotonie italienne. Il fit pourtant encore un effort de désintéressement. Tu ne revois guère tes amis, il me semble. Tu pourrais peut-être. Et quels amis releva-t-elle impétueuse. C'est pour me faire comprendre que je t'encombre? Pour que je me donne un peu d'air? Oui? Il haussa les sourcils, claqua la langue. Et elle plia promptement, avec une considération plébéienne, pour l'homme dédaigneux. C'est vrai, ça. Des amis, je n'en avais guère quand j'étais petite fille. Alors à présent, tu me vois avec une jeune fille? Il faudrait que je la traite en enfant, ou que je réponde à toutes ces sales questions. Et comment est-ce qu'on fait ci? Et comment est-ce qu'il te fait ça? Les jeunes filles, expliqua-t-elle assez amèrement, les jeunes filles, tu sais, ça ne tient pas honnêtement ensemble, ça n'a pas de solidarité. Ce n'est pas comme vous autres hommes. Pardon? Je ne suis pas un vous autres hommes? Oh, je le sais bien, dit-elle mélancoliquement, et je me demande quelquefois si je n'aimerais pas mieux. La mélancolie passait rarement sur elle, et ne lui venait que de la réticence secrète ou d'un doute qu'elle n'exprimait pas. Toi, poursuivait-elle, à part Patrick qui est parti, tu n'as guère d'amis. Et même Patrick, tu t'en fous au fond. Elle s'interrompit sur un geste d'Alain. Ne parlons pas de ces choses-là, dit-elle intelligemment, ou on va se brouiller. De longs cris d'enfants montaient de la terre, atteignaient dans l'air le sifflement acéré des hirondelles. Le bel œil jaune de Saha, envahi peu à peu par la grande pupille nocturne, visait dans l'espace des points mobiles, invisibles et flottants. Qu'est-ce qu'elle regarde, la chatte? Dit. Il n'y a pourtant rien là où elle regarde. Rien pour nous. Alain évoquait, regrettait le frisson léger, la peur séduisante que lui versait sa chatte amie, autrefois, quand elle se couchait la nuit sur sa poitrine. Elle ne te fait pas peur, au moins? Dit-il condescendant. Camille éclata de rire, comme si elle n'eût attendu que ce mot insultant. Peur? Je n'ai pas peur de grand-chose, moi, tu sais. C'est un mot de petite sotte, dit Alain agacé. Mettons, dit Camille, en haussant les épaules. Tu as l'orage. Elle désigna la muraille violacée de nuages qui montaient en même temps que la nuit. Et tu es comme ça, ajouta-t-elle. Tu n'aimes pas l'orage. Personne n'aime l'orage. Je ne le déteste pas, dit Camille, sur un ton d'amateur. En tout cas, je ne le crains guère. Le monde entier craint l'orage, dit Alain hostile. Eh bien, je ne suis pas le monde entier, voilà tout. Si, pour moi, dit-il avec une grâce soudaine et artificielle dont elle ne fut pas dupe. Oh, gronda-t-elle tout bas, je te battrai. Il pencha vers elle, par-dessus la table, ses cheveux blonds, fit briller ses dents. Bats-moi. Mais elle se priva du plaisir de fourrager ses cheveux dorés, d'offrir son bras nu à cette bouche brillante. Tu as le nez bossu, lui jeta-t-elle férocement. C'est l'orage, dit-il en riant. Cette finesse ne fut pas du goût de Camille, mais les premiers roulements bas de la foudre détournèrent son attention. Elle jeta sa serviette pour courir à la terrasse. Viens, on va voir monter les beaux éclairs. Non, dit Alain sans bouger. Viens, toi. Où? Du menton, il indiquait leur chambre. Sur le visage de Camille se forma l'expression butée, l'obtuse convoitise qu'il connaissait bien. Pourtant, elle hésita. Mais si on regardait les éclairs avant? Il fit un signe de refus. Pourquoi, méchant? Parce que moi j'ai peur de l'orage. Choisis, l'orage ou moi? Oh, tu penses. Elle courut à leur chambre d'un mouvement fougueux, qui enorgueillit Alain. Mais en la rejoignant, il vit qu'elle avait allumé exprès un pavé de verre lumineux près du vaste lit, et exprès il l'éteignit. Par les baies ouvertes la pluie entra, comme il s'apaisait, tiède et cinglante, embaumée d'ozone. Au bras d'Alain, Camille lui faisait comprendre qu'elle eût voulu, pendant que l'orage accourait, que de nouveau il l'oublia, avec elle, sa peur de l'orage. Mais il comptait, nerveux, les vastes éclairs en nappe et les grands arbres éblouissants dressés contre les nuées, et il s'écartait de Camille. Elle se résigna, se haussa sur son coude et peigna d'une main la chevelure crépitante de son mari. Aux palpitations des éclairs, leurs deux visages, de plâtre bleu, surgissaient de la nuit et s'y abîmaient. Attendons la fin de l'orage, consentit-elle.
Et voilà, se dit Alain. Voilà ce qu'elle trouve à dire après une rencontre qui en valait ma foi la peine. Elle pouvait se taire tout au moins. Comme dit Émile, la jeune dame se fait comprendre. Un éclair à halètement, long comme un songe, se mira en lame de feu dans la tranche épaisse de cristal, sur la coiffeuse invisible. Camille serra contre Alain sa jambe nue. C'est pour me rassurer ? On le sait que tu n'as pas peur de la foudre. Il élevait la voix pour dominer le caverneux fracas et les cascades de pluie sur le toit plat. Il se sentait las et irrité, prêt à l'injustice, effrayé de constater qu'il n'était plus jamais seul. Avec violence, il retourna mentalement à son ancienne chambre, tendue d'un papier blanc à fleurs froides, la chambre que nulle main n'avait tenté d'orner ou d'enlaidir. Son souhait fut si affamé que le murmure du vieux calorifère mal réglé suivit l'évocation des bouquets plats et clairs, murmure et haleine de cave sèche, issus d'une bouche à lèvres de cuivre, encastrée dans le parquet, murmure qui rejoignit celui de la maison tout entière, chuchotement des vieux domestiques, poncés par l'usage, inhumés à mi-corps dans leur sous-sol, et que le jardin lui-même ne tentait plus. Il disait « elle » en parlant de ma mère, mais depuis mes premières culottes, j'étais Monsieur Alain. Un coup sec de tonnerre le rappela du sommeil bref où il gisait après le plaisir. Penché sur lui, accoudé, sa jeune femme ne bougeait pas. « Je t'aime bien quand tu dors, dit-elle. L'orage s'en va. » Il prit ce mot pour une requête et se mit sur son séant. « Je fais comme lui, dit-il. Quelle moiteur! Je vais dormir sur le banc de la salle d'attente. » Il l'appelait ainsi, l'étroit divan, meuble unique d'une petite pièce bâtarde, couloir à murs de vitre, que Patrick destinait à des séances d'héliothérapie. « Oh non, supplia Camille, reste !» Mais il glissait déjà hors du lit. Les grandes lueurs des nuées révélèrent la dure figure offensée de Camille. « Pouh, petit bonhomme !» Sur ce mot qu'il n'attendait pas, elle lui tira le nez. D'un revers de bras dont il ne fut pas maître et qu'il ne regretta point, il rabattit la main irrespectueuse. Une trêve soudaine de la pluie et du vent les laissa seuls, au milieu du silence, et comme sourds. Camille massait sa main engourdie. « Mais, dit enfin Camille, mais tu es une brute. »« C'est possible, dit Alain. Je n'aime pas qu'on me touche la figure. Le reste ne te suffit pas ? Ne me touche jamais la figure. »« Mais oui, répéta lentement Camille, tu es une brute. »« Ne le redis pas trop. À part ça, je ne t'en veux pas. Fais seulement attention. » Il ramena sur le lit sa jambe nue. « Tu vois ce grand carré gris sur le tapis ? C'est le jour qui se lève. Veux-tu que nous dormions ? » « Oui, je veux bien, » dit la même voix incertaine. « Alors viens. » Il étendit le bras gauche pour qu'elle y posât sa tête, et elle vint docilement, avec une politesse circonspecte. Content de lui, Alain la bouscula amicalement, l'attira par l'épaule, mais la tint en respect, à tout hasard, en pliant un peu les genoux, et s'endormit vite. Éveillée, Camille respirait sans abandon, et tourna son regard vers la flaque blanchissante du tapis. Elle écouta les passereaux fêter la fin de l'orage, dans l'étroit peuplier dont le bruissement imitait l'averse. Lorsqu'en changeant de posture, Alain lui retira son bras, elle reçut de lui une caresse inconsciente, qui, glissant par 3 fois sur sa tête, semblait habituée à lisser un pelage encore plus doux que ses doux cheveux noirs.